Dans le 7e épisode de cette série dans laquelle nous sommes en train de créer ce jeu de type top-down shooter, nous allons nous attarder cette fois-ci sur la création de nos ennemis. Donc nous allons voir comment utiliser la puissance des matériaux pour changer la couleur de leur peau, donc faire en sorte qu'ils soient rouges comme on peut le voir sur la vidéo ici. Et nous allons aussi leur ajouter une IA relativement simple qui va permettre de traquer constamment le joueur. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, votre formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu, en laissant un commentaire sympa du genre j'ai la banane et en partageant ça autour de vous. Allez, c'est parti! Alors avant de continuer, si vous découvrez cette série, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous dans la zone de description. Vous allez pouvoir regarder la série depuis le début et comprendre ainsi tout ce qu'on est en train de faire. Alors donc là, de retour dans le projet Unreal que nous avons créé depuis le début de cette série, nous allons créer le blueprint de l'ennemi. Et tout comme le héros, nous allons utiliser la puissance de l'héritage pour faire en sorte que l'ennemi hérite des fonctionnalités d'un personnage de base. Donc pour ce faire, je vais faire un clic droit sur caractère, je vais faire un create child blueprint class et je vais appeler ça BP_ennemi. Donc pour rappel, étant donné que l'ennemi est une classe enfant de la classe BP_character, l'ennemi peut donc gérer ses points de vie et aussi définir s'il est mort ou pas. Donc on pourra faire des dégâts et lancer un événement lorsque l'ennemi va mourir. Donc ici, afin de ne pas nous perdre et de confondre l'ennemi avec le héros, on veut pouvoir changer la couleur de l'ennemi. Et la couleur de l'ennemi, ça correspond en fait finalement à son habillage. Et comme on a vu dans le tout premier épisode de cette série, l'habillage est fait grâce à ce qu'on appelle des matériaux qui permettent de simuler des matériaux de la vraie vie. Donc ces matériaux-là, comment est-ce qu'on peut y accéder? C'est simple, ici je vais sélectionner le mesh de l'ennemi, donc soit là ou soit là. Et là vous allez voir qu'on a tout un tas de paramètres ici à droite. Donc je vais me réduire, hop. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie Materials. Donc, en sélectionnant le mesh, on peut voir ici la petite catégorie Materials. Et donc là, on peut voir que nous avons deux Materials qui sont appliqués au mannequin. On a le UE4Man Body et UE4Man Chest Logo. Donc déjà là, le nom vous permet de deviner un peu à quoi ça sert. Et en fait, les objets sur Unreal peuvent avoir deux matériaux d'appliquer, il n'y a pas de souci. On peut avoir par exemple un matériau qui permet de simuler ici dans le cas de ma casquette le tissu noir, le tissu gris et le petit pins Unreal Engine qu'on peut voir ici. Donc là, pour savoir un petit peu à quelles zones sont appliqués chacun de ces matériaux, je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, on a le SK mannequin. Donc c'est l'asset qui est utilisé dans le content qui permet de mettre ça ici. Donc, on va pratiquer un petit peu. Et du coup, pour aller vers cet asset-là, je vais cliquer sur la petite loupe et vous allez voir qu'on nous emmène directement sur le mannequin correspondant. Donc, je vais double-cliquer sur l'asset pour l'ouvrir. Et donc là, ici, vous pouvez voir qu'on a aussi les deux matériaux qui apparaissent. Donc, les deux matériaux, pour savoir à quoi est-ce qu'ils correspondent, on peut cliquer sur Highlight. Si vous cliquez sur Highlight, vous allez voir qu'en fait, là, dans ce cas-là, tout le corps du personnage est mis en valeur. Ça veut dire qu'en fait, en gros, on prend tout le corps du mesh. Hormis une partie, du coup on la voit pas. On peut donc choisir en venant ici sur Isolate. Si vous cliquez sur Isolate, ça va isoler toute la partie du mesh qui utilise ce matériau. Et donc là, si j'isole, on va voir que en gros le logo a disparu. Et ça nous donne finalement la réponse qu'on cherche à savoir, c'est que ce matériau-là, si vous cliquez sur Highlight, en fait, ce matériau gère tout ce qui est logo. Donc si je fais un Isolate, vous allez voir pareil que tout le corps du personnage va disparaître. Hop, je vais un petit peu vite pour le coup. Tac. Tout le corps du personnage va disparaître et on ne va laisser que la partie logo. Donc ici, on a du coup deux matériaux, un qui gère le corps et un qui gère le logo. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui gère le corps. Donc je vais l'ouvrir. Et là, ici, nous avons toute une hiérarchie qui permet de coder justement l'apparence de notre personnage. Donc là, on a la sphère sur laquelle on a appliqué ce matériau. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation des matériaux dans cette série-là, c'est pas le but. Par contre, si vous voulez que je vous fasse une petite présentation détaillée des matériaux, n'hésitez pas, je peux vous créer une série et vous allez comprendre tout ce qui concerne les matériaux. Donc là, ici, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des nœuds qui permettent de coder l'apparence finale du mannequin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce truc-là, ici. Le body color. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur le mannequin spécifiquement, vous allez venir sur le SK mannequin, vous allez cliquer sur le browse, ici c'est la même loupe qui permet de choper où se trouve le mannequin dans le content browser. Voilà, on vient ici, donc c'est bien celui-là. Et ici, je vais cliquer sur la petite théière. Ça va vous permettre de montrer le mannequin directement, donc l'asset que vous avez sélectionné dans le content et vous pouvez voir directement l'apparence de ce dernier. Donc ici, comment est-ce qu'on change la couleur de tout ça? C'est grâce à ce truc-là, on appelle ça un paramètre et ce paramètre s'appelle body color. Donc le souci, c'est que si jamais je change le body color ici, je le mets sur du bleu, donc ça va changer en gros la couleur du mannequin, ça prend un petit temps pour charger, voilà, ça change la couleur du mannequin, mais du coup ça va changer et chez l'ennemi et chez le player. Donc là, je vais ouvrir le player ici.
Voilà, donc là, vous pouvez voir que le player a changé aussi de couleur. Et vu que le but, c'est de ne pas confondre le player et l'ennemi, on aimerait appliquer ça directement à l'ennemi seulement pour lui mettre une couleur rouge et le héros, pourquoi pas, lui donner une couleur différente. Donc ici, je vais appuyer sur CTRL-Z pour annuler mes changements. Voilà. Et donc nous, on va essayer de trouver un moyen d'appliquer une couleur uniquement sur l'ennemi. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? En gros, on a deux solutions. La première solution, elle serait en gros de créer un matériau, donc une copie de ce matériau-là, qu'on va appeler body enemy par exemple. Mais le souci, c'est que en fait, on va créer un asset pour rien, puisqu'il y a des méthodes qui permettent de le faire plus simplement. Donc nous allons passer à la suite de ce tuto. Ici, j'ai cliqué sur Apply et sauvegarder. Ça permet d'appliquer les changements et tout. Et on revient dans le BP enemy. Alors donc là, de retour dans le BP enemy, comment est-ce que nous allons faire pour changer la couleur de l'ennemi uniquement sans changer celle du héros? C'est simple, nous allons utiliser ce qu'on appelle le Construction Script. Donc Construction Script, il est dispo ici. Donc si jamais vous n'avez pas cet onglet de dispo, vous pouvez venir ici dans Functions à gauche, vous allez double-cliquer là et ça va vous ouvrir ce truc-là. Donc là, cette partie-là, comme expliqué précédemment, ça permet de lancer d'abord toute logique qu'il y aurait dans le parent, c'est-à-dire dans le BP caractère qu'on peut voir ici. Donc je peux cliquer sur la petite clé pour arriver dans le BP caractère et vérifier est-ce qu'il y a quelque chose dans le construction script. Donc rien du tout. Si j'avais fait un print, ça va lancer le print directement dans le construction script de l'ennemi. Donc ici, en gros, qu'est-ce qu'un construction script? Comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va permettre de construire le blueprint. En gros, avant que le blueprint apparaisse dans le monde, il va être construit. Donc on va créer ses components, on va brancher tout ce qu'il faut, on va paramétrer tout ce qu'il faut paramétrer, tout simplement, les points de vie de départ, les choses comme ça. Et ensuite, on va le placer dans le monde au travers du begin play. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment du construction du blueprint, on va prendre le matériau qui est censé appliquer au mesh la couleur et tout, au mesh et au logo, et on va lui dire de modifier la couleur par défaut lors de la construction. Ainsi, on aura donc le BP enemy qui aura sa propre couleur et le BP hero qui aura aussi sa propre couleur. Alors, donc pour commencer, ici, je vais faire une nouvelle fonction. Donc dans Functions, je vais cliquer sur le petit plus. Ça va me créer une nouvelle fonction et je vais appeler ça Initialize Body Color. Donc ça va permettre d'initialiser la couleur du corps de l'ennemi. Donc là, je vais faire appel à un petit nœud. Donc je vais prendre le mesh ici, je vais le mettre là et je vais faire un Create Dynamic Material Instance. Donc, Create Dynamic Material Instance, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, ça va prendre le matériau qui se trouve à l'index 0, ici. L'index 0, vous allez voir que c'est facile de savoir ce que c'est. C'est dans Mesh, ici. Si on a plusieurs matériaux, on sait que l'index 0, l'élément 0, c'est celui-là. Donc, c'est le matériau qui représente le corps. On va aussi modifier celui du logo tout de suite après, mais pour l'instant, on s'intéresse à celui-là. Donc, l'élément index 0, donc on va récupérer le matériau qui est stocké à l'index 0 et ça va faire une copie dynamique qu'on pourra modifier et qui sera réappliquée tout de suite après au mesh au même index 0. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais vous montrer une petite astuce ici. Clic droit, vous allez cliquer sur Promote to Variable. Donc là, vous allez appeler ça Body Material. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, ici, le Create Dynamic Material Instance, il va renvoyer justement une instance dynamique de ce matériau au travers du Return Value. Donc, on a vu ici, plus tôt dans cette série, que là, on peut récupérer le résultat du traitement qui a eu lieu dans le Create Dynamic Material Instance. Donc, ici, ce résultat-là, ce que j'ai fait en faisant un Promote to Variable, c'est en gros, nous avons récupéré ce résultat et nous avons stocké dans une variable, donc dans une petite boîte. En gros, ici, à chaque fois qu'on va faire appel au Body Material, ici, en fait, on est en train de récupérer le résultat qui est sorti de ce nœud-là. Donc là, je vais supprimer ça et je vais faire appel à un autre truc. Donc ici, si je reviens dans le matériel du corps, du corps, c'est ça. Alors là, ici, on a un paramètre qui gère le body color. Vous avez bien écrit ici, on a bien param. Donc body color, en fait, c'est un paramètre de matériau. Et l'avantage des paramètres, c'est qu'on peut les modifier en dehors d'un matériau. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur body color. Et vous voyez là, ici, on a parameter name, donc le nom du paramètre. Vous allez sélectionner ça. Vous allez copier, CTRL-C, et vous allez revenir dans le BP enemy. Donc là, je vais faire un set vector parameter value. Donc en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va dire, écoute, dans le matériau qu'il y a en entrée, ici, le target, on a un paramètre qui va s'appeler, donc je vais sélectionner ici le parameter name, je vais coller, le body color. On a un paramètre qui s'appelle body color, et en gros, ce paramètre-là, on va changer sa couleur. Donc admettons, je vais mettre du rouge pour commencer. Voilà. En gros, on va dire, ok, le body color qu'il y a ici, on va changer sa couleur. On ne veut pas cette couleur plutôt beige, on va prendre une couleur rouge qu'on va remplacer ici. Donc on prend ça. Ici, je vais faire un clic droit. Je vais compiler d'abord. Ensuite, je vais faire un clic droit
promote to variable, et je vais appeler ça body color. Donc le body color, ici, si je compile encore, vous allez voir qu'en fait, il a stocké la couleur que nous avions définie ici. Donc j'ai compilé avant pour qu'il prenne en compte la couleur par défaut que j'ai mis ici. Ensuite, j'ai fait un promote to variable pour stocker cette fois-ci dans le body color la couleur qui a été stockée, et j'ai recompilé pour qu'on affiche la couleur qui est stockée. Donc là, on a traité le corps. Donc on a commentaire, changer la couleur du corps. Voilà. Et maintenant, on va changer aussi la couleur du logo. Donc, un truc que je ne vous ai pas dit plus tôt, c'est que si jamais vous prenez le SK mannequin ici, vous allez sur le chest logo. En fait, ce truc-là, c'est un matériau particulier puisqu'on appelle ça un material instance. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a créé ici, mais c'est plus en dur. En gros, c'est un vrai asset dans lequel on a défini des paramètres. Donc, on peut changer la couleur du logo directement là. Donc là, ici, le mannequin, il a une couleur un petit peu bizarre, mais c'est pas grave, hein, on s'inquiète pas pour ça. Ici, on peut changer la couleur du logo. Et comment est-ce qu'on sait qu'on travaille avec le logo? Ici, dans le Uniform Man Body, si vous ouvrez ça, normalement, il y a quelque part une logique qui dit, voilà, c'est le Plastic Override. Ici, en gros, cette partie-là permet de gérer la couleur du logo. Donc là, c'est un switch, c'est comme un booléen qui permet de dire vrai ou faux. Et si on met vrai, en gros, on est en train de créer un matériau qui permet de changer la couleur. Donc ici, c'est le cas. On a bien Plastic Override qui est cliqué. Et si je change le body color ici, je mets par exemple du rouge, vous allez voir que ça change toute la couleur du personnage, mais en fait, en vrai, c'est en train de changer la couleur de son logo. Donc là, je vais remettre ça à la couleur par défaut et je vais sauvegarder. Donc en gros, ici, on a exactement la même base, donc le même matériau. À partir de ce matériau-là, on a créé deux sous-matériaux qui, eux, vont changer quelques paramètres de celui-ci. C'est un peu comme de l'héritage, finalement. Donc, je reviens dans le BP-Enemy. Et en fait, en gros, finalement, on a aussi, du coup, le body color qui permet de définir la couleur du logo. Donc là, je vais prendre ça, je vais faire un CTRL-C. Ensuite, je vais venir un peu plus loin, CTRL-V. Et je vais brancher ce truc-là ici. Donc là, je double-clique ici, changer la couleur du logo. Donc ici, on a créé un Dynamic Material Instance, mais nous, on veut le logo. Donc il ne faut pas oublier que le logo, il est stocké dans l'élément 1. Donc là, Element Index, au lieu de mettre 0, on va mettre ça à 1. Ensuite, ce truc-là, je vais supprimer. Voilà. Et lui aussi, je vais le supprimer. Donc là, je vais refaire un autre promote to variable. Je vais appeler ça cette fois-ci logo material. Voilà. Donc c'est le matériau du logo cette fois-ci et pas du corps. Je branche ça ici. Et pareil, donc comme on est dans un matériau qui est en fait une classe enfant en gros d'un autre matériau, on va changer aussi sa couleur. Donc là, on peut par exemple, on a deux solutions. Soit vous mettez une autre couleur pour le logo, mais moi perso, je pense que je vais mettre la même couleur aussi bien pour le logo que pour le corps. Donc je vais reprendre finalement le body color et je vais brancher ça ici. Donc là, je vais compiler et sauvegarder, et du coup, on a donc cette fonction. Donc cette fonction-là, comment est-ce qu'on va l'utiliser? C'est simple, on va revenir dans le construction script, et ici, en fait, dans le construction script, je vais prendre la fonction initialize body color, je vais brancher ça là, mettre ça ici, et j'ai oublié un dernier truc, dans le initialize body color, il faut mettre, à la toute fin, vous allez mettre un return. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un return? C'est simple, en gros, le return node en programmation, le return permet d'expliciter la fin d'une fonction. Ici, j'ai pas besoin de renvoyer de paramètres, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que c'est une bonne pratique. Donc, lorsque vous faites des fonctions, essayez de mettre au maximum un return à la fin. C'est une bonne pratique, je pense qu'en arrière-plan, ça permet de convertir plus facilement les blueprints en C++. Donc là, j'ai copié ça dans le initialize color, body color, je compile, et je reviens dans le viewport, et vous pouvez voir que le corps de notre ennemi a changé. Et ce qui est top dans l'histoire, c'est que ici, si je viens dans classe default, vous avez body color. Et en fait, body color, vous allez voir que si je sélectionne ça et que je change, et ben en fait, le corps de l'ennemi change aussi avec tout ça. Donc, libre à vous de choisir la couleur que vous voulez mettre. Moi, je vais laisser mon rouge que j'ai choisi au tout début, et on va passer à la suite du tuto. Alors donc là, si vous êtes des bons élèves ou si j'ai été un bon teacher, vous posez sûrement la question, pourquoi est-ce que j'ai fait ça directement dans le BP-Enemy et non pas dans le BP caractère? Vu que le BP caractère, le BP hero et le BP-Enemy partagent tous le même mesh, ce serait sympa de pouvoir modifier ça directement dans le BP hero. Donc je l'ai fait volontairement, c'est juste pour vous montrer des petites astuces en gros, pour vous montrer comment transférer, admettons, une fonction d'un blueprint à l'autre. Donc là, admettons, vous avez commencé à le faire dans le BP-Enemy comme j'ai fait là, et vous êtes en mode finalement, ouais non, j'aurais pu en fait finalement le mettre dans le BP caractère. Donc là, je vais vous montrer ces petites astuces parce que c'est relativement récent. Sur Unreal, je crois que ça existe depuis la 4.25. Donc on va commencer ça tout de suite. Alors ici, je suis dans le BP-Enemy. On va commencer par envoyer la fonction initialize body color dans le BP caractère, donc dans la classe parent. Ici, je vais faire un clic droit sur initialize body color et je vais faire un cut. Ensuite, je vais aller dans la classe BP caractère. Je vais venir sur fonction.
je vais faire un clic droit dans une zone libre ici, et je vais faire Past Functions. Donc là, en gros, vous allez voir que du coup, on a transféré la fonction dans le BP caractère. Ici, je retourne dans le BP ennemi, je vais compiler. Vous allez voir qu'il y a une petite erreur. En gros, c'est simple, c'est juste qu'il dit que dans le construction script, on fait appel à une fonction initializeBodyColor qui n'existe pas dans le BP ennemi. Donc je vais supprimer ça. Je vais compiler, ici on n'aura plus d'erreur, et je vais revenir dans le BP caractère. Donc là, dans le BP caractère, cette fois-ci, si je compile, vous allez voir une autre erreur. Voilà, ici vous allez voir tout un tas d'erreurs, c'est toutes ces petites zones en rouge, et c'est simple, en gros, il est en train de vous dire, là, tu fais un set dans une variable bodyMaterial, mais en fait, ça n'existe pas. Il y a rien sur le côté ici. Idem pour la variable bodyColor, je n'ai pas de variable bodyColor ici. Donc, pour corriger ça, c'est simple, on va devoir créer les variables correspondantes. Et pour ce faire, on a deux méthodes. La première consiste à faire un clic droit ici, et vous allez faire un create variable bodyMaterial. Alors, on a aussi create local variable, mais ce n'est pas celle-là qu'on va utiliser, c'est bien la create variable bodyMaterial. Pourquoi? La différence entre une variable locale et une variable normale, c'est ce qu'on appelle le scope en programmation. Alors, la variable bodyMaterial va créer une variable qui est accessible partout dans le blueprint. La variable local variable bodyMaterial va créer une variable qui va être accessible seulement pendant la durée de vie du initializeBodyColor. En gros, ici, on va lancer initializeBodyColor, on va créer cette variable locale qui va vivre au sein de initializeBodyColor, et ici, lorsqu'on va sortir dans le return, on va supprimer cette variable-là. Donc c'est une variable en gros temporaire qui permet juste de stocker plus facilement des données. Donc là, je vais faire un clic droit ici, create variable bodyMaterial, voilà, et ici, create variable logoMaterial. Donc je vais compiler ça. Et là, vous allez voir qu'on a toujours une erreur pour le bodyColor. Donc le bodyColor, on a deux solutions. Soit vous faites, donc là je vous laisse, ne faites pas la même chose que moi, mais en gros ici, si jamais je fais un clic droit et je fais un create variable bodyColor, voilà, et que je compile, vous allez voir qu'en gros ici on a donné une couleur par défaut, donc une couleur noire pour le coup. Mais moi ce que j'aimerais c'est, ici voilà, je me suis pris la peine de définir une couleur de ce côté-là. J'aimerais bien faire en sorte que cette couleur-là soit transférée ici. Admettons, je sais pas lire, je sais pas reproduire la même couleur et tout. Donc là ce que je vais faire, je vais venir dans le BP ennemi, je vais faire un clic droit sur la variable et je vais faire un cut. On peut aussi faire un cut des variables. Donc là je vais venir dans le BP caractère, je vais venir dans variables, je vais faire un clic droit et je vais faire un past variable et non pas local variable. Past variable. Et donc là, si je compile, vous allez voir que bodyColor underscore 0 stocke bien la couleur rouge. Donc là, pour modifier cette valeur-là par celle-ci, je vais prendre cette variable, je vais mettre ici, hop, et vous allez voir qu'on peut changer automatiquement la couleur. Donc je glisse, on fait make change node to read bodyColor, voilà, je compile ça. Je retourne dans le BP ennemi, je compile également. Et là, en fait, il y a un autre souci, c'est qu'on a le bodyMaterial underscore 0 et logoMaterial underscore 0. Alors, pourquoi il y a ces underscore 0? C'est simple. C'est comme, en fait, dans le BP caractère, donc dans le blueprint, par exemple, nous avons créé des variables qui s'appelaient bodyMaterial. Et du coup, en fait, la priorité a été donnée au blueprint, par exemple. Donc, lui, il a dit, OK, on crée des variables bodyMaterial, mais du coup, tous les enfants, si vous avez aussi des variables qui s'appellent bodyMaterial, vous allez les renommer de manière à ce qu'on ne confonde pas, en gros, entre les deux variables. Donc ici, on a ces deux trucs-là, et on ne les utilise plus, donc on n'a plus besoin, autant les supprimer. Donc vous avez deux méthodes, soit vous les supprimez à la main, sauf que si vous avez beaucoup de variables, vous allez peut-être supprimer des variables qui sont déjà utilisées. En général, Unreal va vous prévenir, mais en gros, pour aller plus vite, on vient ici, dans Edit, et Delete Unused Variables. Donc là, il va vous dire, OK, j'ai chopé ces deux variables qui ne sont pas utilisées. Est-ce que tu veux bien les supprimer? Donc je dis oui. Voilà. Je compile, je sauvegarde, je vais dans le BP caractère, je vais faire la même chose parce qu'on a le bodyColor qui n'est pas utilisé. Donc Edit, Delete Unused Variables. Donc bodyColor, je supprime ça. Voilà, il me reste un dernier truc, je vais juste renommer le bodyColor ici. Vous allez appuyer sur F2 pour le nommer et vous allez supprimer ça. Voilà, donc on a bien un blueprint qui est propre, donc le BP caractère qui permet de définir la couleur, et il me reste un dernier truc, donc construction script ici, vous allez faire appel au initialize bodyColor. Donc là, vous voyez bien qu'on n'a pas d'appel au parent, tout simplement parce que le parent, c'est la classe caractère, donc une classe par défaut d'Unreal, donc il n'y a pas vraiment de logique, ou en tout cas, Unreal gère tout ça en arrière-plan. Donc ici, je branche ça là, voilà, je compile, et si je reviens dans le BP ennemi, dans le viewport, on peut voir que rien n'a changé. Je peux très bien changer dans class default la couleur, on peut toujours voir le bodyColor qui lui est stocké dans le BP caractère, et en plus de ça, étant donné qu'on utilise la puissance de l'héritage, si je vais dans le BP hero, vous allez voir que lui aussi, il a un bodyColor, donc il a gardé la vieille couleur que nous lui avons donnée plus tôt. Donc là ici, je vais changer la couleur du héros, hop, je peux lui mettre un petit vert, admettons, c'est pas super joli, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je mets ça. Donc là, on a bien le héros qui a sa propre couleur et l'ennemi qui a sa propre couleur. Comme ça, au moins, on va pas les confondre les uns des autres. Les uns par rapport... Enfin, en gros, on va pas confondre l'ennemi et le héros.
Alors donc maintenant, nous allons nous attarder sur la création d'une intelligence artificielle de base qui va nous permettre de contrôler les ennemis. Et qu'est-ce que les ennemis vont faire? En gros, ils vont traquer constamment le joueur. Donc nous allons utiliser une classe de type AI Controller, et dans l'épisode sur le framework, donc un épisode précédent, je vous ai expliqué que le AI Controller, c'est comme une sorte de cerveau que nous allons brancher sur le BP ennemi de manière à simuler une sorte d'intelligence qui va lui permettre de dire en gros, voilà, le player il se trouve à cet endroit-là et je vais aller vers le player. Donc pour créer notre AI Controller, on va venir ici, on va faire un clic droit, Blueprint Class. Là, vous avez les classes par défaut que je vous ai présentées plus tôt. Et ici, dans All Classes, vous avez toutes les classes qu'Unreal Engine propose. Donc là, dans la partie Search, je vais taper AI Controller et je vais sélectionner AI Controller. Je vais faire un Select et je vais appeler ça AIC pour AI Controller _ Enemy. Voilà. Donc je vais ouvrir ça. Et là, vous allez voir qu'on a bien un blueprint. Donc, on a bien l'interface d'un blueprint de base, avec construction script, event graph, viewport et tout le reste. Et donc là, on va commencer à coder une petite logique. Donc ici, dans l'event graph, je vais coder une petite fonction. Hop, je supprime l'event-tic et le begin play, tant qu'à faire. Et je vais faire un clic droit. Je vais faire un custom event. Et je vais appeler ça track player. Donc cet événement-là, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, lorsqu'on va l'appeler, il va dire au pawn qui est possédé par ce AI controller, donc dans notre cas ce sera l'ennemi, il va dire à l'ennemi, écoute, récupère la position du player et tu vas aller vers lui. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser une fonction qui s'appelle AI move to. Alors AI move to, ça fait exactement ça. En gros, il demande quel est le pawn à qui on va appliquer ce truc-là. Donc là, le pawn auquel on va appliquer, c'est le pawn que contrôle cette IA. Donc je vais faire un clic droit, get controlled pawn, et en fait ça va me permettre de récupérer justement le pawn qui est contrôlé par ce contrôleur. Donc là, je vais brancher ça là. On va dire, écoute, le pawn que je contrôle, tu vas lui dire d'aller vers soit une destination ou soit un acteur. Nous, dans notre cas, c'est un acteur. On sait quel acteur on veut traquer, et c'est l'acteur du player. Donc ici, je vais faire un clic droit, get player pawn, on l'a vu plus tôt, et le get player pawn va récupérer le player, le pawn du player, c'est-à-dire le héros tout simplement qui est placé dans le jeu. Donc je vais brancher ça là, et en fait c'est tout ce qu'on a à faire. En gros, le AI move to, qu'est-ce qu'il va faire ici? En gros, il va prendre le pawn, il va prendre une destination si jamais on souhaite aller vers une destination, ou un acteur. Ici, le acceptance radius, en gros, ça va permettre de dire à quel moment est-ce qu'on peut estimer qu'on a atteint notre objectif. Donc si je donne une destination, le 5 va dire, ok, si j'arrive dans un rayon de 5 cm par rapport à mon objectif, eh ben, je vais lancer le on success ici. En gros, là, on a plusieurs pins d'exécution. Donc ce premier pin va être lancé tout de suite après. Il va lancer ce truc-là et il va lancer ensuite ce qui se passe là. Ce pin-là, le on success, va être appelé si jamais l'acteur arrive justement à l'endroit, à la destination donnée. Et le on fail, si jamais il n'a pas réussi à y arriver. Dans le movement result, je sais plus trop ce que c'est. Je vous laisse chercher par vous-même parce que pour le coup, je l'utilise quasiment jamais. Et donc, comment est-ce qu'on va appeler ce truc-là? On va venir ici, dans le begin play. Je prends le begin play et là, on va appeler le track player. Voilà. Donc, lorsque l'IA va entrer en jeu, donc lorsque le cerveau va prendre possession de l'ennemi, on va lui dire lance le track player. Et le souci avec ça, c'est que si jamais on fait un track player, admettons que le player reste sur place et que l'ennemi arrive, une fois que l'ennemi aura atteint le player, il ne va plus bouger. C'est-à-dire que comme il a atteint le success ici, donc il va sortir, et en fait cette partie-là ne sera plus active vu que le player a été atteint, l'objectif a été atteint. Du coup, nous ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que cette fonction-là soit appelée de manière relativement répétée. C'est pas forcément la méthode la plus propre que je vais vous montrer, mais c'est aussi une manière de pratiquer et de connaître à peu près toutes les fonctions principales d'Unreal Engine. Et donc pour ce faire, on va lancer ce qu'on appelle un timer qui va dire en gros, toutes les secondes, tu vas redire encore au pawn que tu contrôles, AI move to. Donc même si il n'a pas encore atteint sa cible, on va lui dire un petit rappel toutes les secondes, on va te dire voilà, attention, n'oublie pas, c'est le player que tu dois traquer, et donc il va reprendre cette nouvelle commande et il va continuer en fait ce qu'il était déjà en train de faire. Donc là ici, je vais supprimer le track player et je vais faire appel à set timer by event. Alors cette fonction là, elle est assez simple. Ici, je vais brancher ce truc là, je vais mettre 1 et je vais cliquer sur looping. Alors, cet événement-là, cette fonction-là, à quoi est-ce qu'elle sert? En gros, elle permet de dire qu'on va lancer un timer qui, toutes les secondes, va faire appel à track player. Le looping permet de dire, ok, on attend une seconde, au bout d'une seconde, on appelle. Ensuite, on attend encore une seconde, au bout d'une seconde, on appelle encore. Si jamais on ne mettait pas le looping, tout ce que ça va faire, ça va juste ajouter une sorte de latence. C'est-à-dire que lorsqu'on va lancer le begin play, on va faire le set timer, on va attendre une seconde, ensuite on va lancer le track player,
et c'est bon, on n'a plus rien à gérer. Donc ici, on veut que ça loupe constamment, que ça se répète constamment, et à chaque fois, du coup, on va redire au pawn de traquer le player. Donc là, je vais compiler ça, et je vais revenir dans l'ennemi. Donc là, dans le BP ennemi, il faut maintenant que je lui assigne son cerveau. Donc là, le Open Full Blueprint Editor permet d'ouvrir complètement l'éditeur complet. En gros, il ne vous propose pas l'éditeur complet vu qu'on n'a rien codé dedans. Il se dit, peut-être qu'on veut juste changer quelques paramètres. Et en fait, ici, il va falloir qu'on assigne ce cerveau à la classe ennemie. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici dans le class defaults, là, et vous avez ici AI Controller Class. On va choisir AIC enemy. Donc, dans class defaults, on a la catégorie pawn et on a AI Controller Class. Il permet de dire en gros quelle est la classe de contrôleur d'IA qui permet de contrôler cet ennemi-là. On va mettre un AIC enemy et ici autopossess AI. En gros, il va dire que lorsqu'il va être placé dans le monde, on va assigner ce cerveau-là à cet ennemi. Donc là, je vais compiler, sauvegarder et vous allez voir que en gros, c'est pas fini parce que si jamais je place l'ennemi dans le monde ici et que je lance le jeu, je peux bouger le player, mais l'ennemi, lui, ne bouge pas. C'est tout simplement parce qu'il nous faut un Navigation Mesh. Le Navigation Mesh, c'est quoi? En fait, c'est un outil qui va nous permettre de délimiter la zone dans laquelle les IA peuvent se déplacer. En quoi est-ce que c'est pratique? C'est tout simplement parce que nous, on veut bien délimiter la zone safe du joueur dans laquelle il peut expérimenter avec ses touches et la zone de combat qui est ici et qui permet en gros de lancer le combat tout simplement. Donc ici, on va dire en gros aux ennemis qu'ils peuvent se déplacer dans cette zone-là. Par contre, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la zone safe du player. Et du coup, pour faire appel à un Navigation Mesh, vous allez venir ici dans Place Actors. Donc pour rappel, vous avez Window Place Actors si jamais vous n'avez pas l'onglet de dispo ici. Et vous allez taper Nav Mesh. Vous allez voir ce truc-là, Nav Mesh Bound Volume. Donc là, je vais prendre ce truc-là et je vais glisser dans le monde. Ensuite, je vais le centrer parce que je sais que la zone de jeu, elle est centrée dans le monde. Donc je vais mettre 0, 0 et 0. Et ensuite, vous pouvez modifier la taille de ce truc-là. Donc c'est cette petite zone-là qui est délimitée ici. Donc là, il me semble que la zone de jeu, elle faisait 3000 unités. Donc ici, X, je vais mettre 3000. Et ensuite, en Y, je vais mettre aussi 3000. Ensuite, faites bien attention, lorsque vous placez votre navmesh, il faut faire en sorte qu'il contienne bien la zone de marche. Donc c'est-à-dire que si jamais je mets ce truc-là comme ça ici, le navmesh, en gros, il va pas marcher parce que concrètement, il va dire, écoute, tout ce qui se trouve à l'intérieur de moi, les IA peuvent marcher. Et vu qu'il n'y a rien ici, les IA ne pourront pas marcher tout simplement. Donc, vous faites bien en sorte que la zone de jeu soit contenue dans le navmesh. Donc, vous allez le placer comme il faut. Bon, je vais mettre un petit 400 par exemple. Voilà. Et une fois que le navmesh est placé, vous allez appuyer sur la touche P. Et la touche P, en fait, va vous permettre de, en gros, compiler, grosso modo, montrer si où les IA peuvent se déplacer. Donc là, on peut voir la zone verte. Et en gros, les IA pourront bien se déplacer partout et ne pourront pas entrer ici. Donc là, je vais lancer le jeu. Et vous allez voir que l'ennemi traque bien le joueur. Donc là, il va un petit peu vite. Il va beaucoup trop vite même pour le coup. Donc on va changer sa vitesse. Je vais venir dans BP ennemi, ici dans Character Movement. Et là, vous avez, on a vu ça dans l'épisode précédent, il me semble, le Max Walk Speed. On va mettre ça à 300 pour le moment. Donc il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. Et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que l'ennemi traque constamment le joueur. Donc comme vous pouvez le voir, ça commence vraiment à prendre de forme. J'espère que cette série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et dans l'épisode suivant qui devrait apparaître ici au-dessus de ma tête une fois qu'il sera disponible, nous allons nous attarder cette fois-ci sur la création des projectiles. C'est tout pour moi. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Allez, ciao! Alors normalement à ce moment-là, vous devez voir un bêtisier, mais en fait j'ai tellement été parfait qu'il n'y en a pas. Non, je vous blague. Allez, c'est parti. Donc nous allons faire en sorte de leur donner un... J'ai bugué. Ça commence vraiment à prendre de forme. J'ai vraiment hâte de voir la suite de cette formation. C'est moi qui l'enregistre en fait, mais j'ai quand même hâte de la voir. Permettre de simuler de l'intelligence tout simplement. Intelligence d'un joueur ou autre chose. Quoi comme autre chose, c'est vous qui choisissez.